Super Écran vous invite à rester à l'écoute du court-métrage qui suit. L'air est notre première source de vie. Il est composé de 21% d'oxygène et de 78% d'azote. C'est sous l'effet de la lumière que les végétaux à chlorophylle opèrent une synthèse ou mélangent des hydrates de carbone et produisent l'oxygène. C'est ce que l'on appelle le phénomène de photosynthèse. Les plus importants producteurs de chlorophylle sont nos grandes forêts et le phytoplancton des océans. Notre qualité d'air et de vie en dépendent. Plusieurs polluants naturels, les marais, les matières organiques provenant des forêts, les vapeurs de soufre d'un volcan en activité, sans toutefois affecter la composition de l'air, forment un écran, comme un épais nuage, et empêche ainsi la lumière de jouer pleinement son rôle de photosynthèse. À cette pollution naturelle vient s'ajouter la pollution industrielle. Le 12 mars 1872, le Conseil de Montréal adoptait le règlement numéro 56 pour enjoindre aux propriétaires d'engins à vapeur de cette ville de les munir d'appareils à consumer la fumée. L'article 1 de ce règlement se lisait comme suit. Propriétaires, locataires ou personnes en possession d'engins à vapeur, bouilloires, manufactures, usines, fabriques ou ateliers quelconques dans les limites de la dite ville, sera désormais tenu de munir les dits établissements d'appareils à consumer la fumée et les gaz qui peuvent s'en dégager, de manière à faire disparaître tout inconvénient résultant de l'exploitation des dits établissements. Les juges étaient relativement sévères pour les pollueurs. Ainsi, le propriétaire d'une conciergerie fut condamné à une amende de 100 $ pour avoir négligé d'installer un appareil à éliminer la fumée sur son immeuble, ce qui équivaut maintenant à environ 1 500 $. Aujourd'hui, le nombre des industries inventoriées sur le territoire de la communauté urbaine de Montréal s'élève à 3 410. Elles émettent dans l'air des particules métalliques, du sélénium, de l'oxyde d'azote, du bioxyde de soufre, du tellure, de l'acide sulfurique et de l'arsenic. Les véhicules moteurs demeurent la plus importante source de pollution atmosphérique au Canada. Le plomb contenu dans l'essence ne se décompose ni dans l'air, ni dans nos poumons. Au niveau expérimental, plusieurs polluants chimiques ou carcinogènes chimiques peuvent produire des cellules cancéreuses pulmonaires ou un cancer pulmonaire. De tous les cancers, le cancer pulmonaire est le plus grand fléau de notre siècle. Il est la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme. La cytologie est la science qui étudie la cellule sous tous ses aspects. La cytologie des expectorations est similaire à la cytologie vaginale, ou PAP-TESS. Mais on utilise pour l'examen microscopique les cellules provenant des poumons plutôt que celles provenant de l'utérus. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule normale qui, en présence d'un carcinogène, et par carcinogène, j'entends un produit chimique ou physique qui a des propriétés de transformer la cellule, alors à partir de ce contact avec ces carcinogènes, la cellule se transforme. La transformation de la cellule normale en une cellule cancéreuse est un processus
qui est étagé sur plusieurs phases. Les deux phases principales, c'est l'initiation et la promotion. L'initiation, c'est au moment où le carcinogène vient en contact avec la cellule et produit certains changements. Et puis la promotion, c'est les produits par lesquels cette cellule va continuer à changer et à se transformer. Et puis, à travers des mécanismes de la personne humaine, de l'autre, cette promotion peut progresser et éventuellement, nous avons la dissémination des cellules cancéreuses à travers tout l'organisme. They brought over from Vietnam. Gentleman at a rock boat, he's a new engineer. Not a geezer, did a gear or nothing else. To work with. On these ones in front of the glass, to get all the braces was cut off. Au Québec, ils sont 4 à 5 000 à s'enfouir sous terre. Parce qu'ils respirent de l'amiante, du cadmium, du plomb et de l'uranium à longueur d'année, les mineurs sont les travailleurs à plus haut risque de développer un cancer pulmonaire. C'est en 1956 que le docteur Gino Saccomanno a débuté sa recherche sur la cytologie pulmonaire. Depuis, le docteur Saccomanno travaille de concert avec les mineurs, particulièrement ceux qui font l'extraction de l'uranium au Canada et aux États-Unis. Il est 7 heures du matin. Ils viennent de remonter de la mine après une nuit de travail. Ils sont fils de mineurs, habitants de la région et étudiants. Ils gagnent leur vie et ruinent leur santé à inhaler les poussières d'uranium. Ils courent des risques et ils le savent. It's a real pleasure for me to be here this morning. I really should feel comfortable around you people because I was born and raised in a small mining town and I'm very familiar with miners. Now I'd like to show you some of the slides. This is a lobe of a lung. Vous pouvez observer ici le lobe d'un poumon coupé en deux, révélant une tumeur blanche. C'est ce genre de lésion qu'il nous est possible d'enlever avant même qu'elle ne s'étende aux autres parties du poumon et ainsi arrêter la progression de la tumeur. Le docteur Saccomanno a mis au point une méthode de dépistage précoce du cancer pulmonaire. Il a conçu un médium spécial composé d'alcool éthylique et de cire qui permet de fixer les cellules cancéreuses logées dans les expectorations. And the case will survive. Now, it's a long process of taking the sputum sample and fixing it and then processing it and staining it. La technique de prélèvement s'échelonne sur plusieurs phases et demande plus d'1 heure de manipulation en laboratoire. C'est pourquoi il est très important de bien suivre les directives afin de donner un bon échantillon provenant du plus profond de votre poitrine, sinon le test est voué à l'échec dès le départ. Cet échantillon nous permettra de déceler la moindre anomalie dans vos poumons.
Dr Saccomanno insiste. Il s'agit de mesures préventives. Tous, et particulièrement les fumeurs, doivent passer le test de dépistage précoce du cancer pulmonaire. The first results I got from the doctors were that I had irregular cells. Les résultats de mes premiers examens dévoilèrent des cellules anormales. Les médecins me demandèrent de me rendre à Edmonton pour des examens supplémentaires. Après une semaine, le docteur Ban m'annonça que j'avais un cancer pulmonaire et qu'il fallait m'opérer. Si Ward Sprout, mineur pendant 32 ans, ne s'était pas soumis au test de dépistage précoce, il serait probablement mort aujourd'hui. En 1975, le résultat du test de cytologie pulmonaire indique que Ward Sprout est en train de développer un cancer du poumon. En 1976, on découvre la naissance d'une tumeur maligne. Une intervention chirurgicale s'impose, on lui enlève la moitié d'un poumon. Le choc fut terrible, bien sûr. Mais parce que Ward a été vigilant, le cancer fut décelé avant qu'il ne devienne intraitable. Et aujourd'hui, Ward Sprout vit. Pour un travailleur de l'amiante, de l'uranium ou les ouvriers des usines de chrome et d'arsenic, fumer peut augmenter 10 fois la possibilité de développer un cancer du poumon. Bien mélanger les expectorations à l'alcool est l'étape la plus importante pour le traitement en laboratoire des échantillons recueillis. Ce procédé ne fragmente pas les cellules, mais crée un courant qui permet à la plupart des fibres muqueuses fines de se liquéfier et de dissoudre partiellement les fibres plus importantes. L'échantillon est centrifugé et le produit surnageant est décanté. L'éprouvette est soumise à des vibrations. Des gouttes de l'échantillon sont déposées sur une lamelle. Une seconde lamelle est superposée. Elles sont glissées l'une contre l'autre jusqu'à ce que le produit soit transformé en une mince pellicule. On les sépare et les laisse sécher. Les lamelles sont ensuite traitées avec la coloration Papa-Nicolau, fixée dans l'alcool et finalement lavée à l'eau courante. Des anomalies majeures observées au microscope peuvent justifier un examen plus direct des poumons à l'aide d'une bronchoscopie à fibre optique. En utilisant un tube lumineux flexible, on peut examiner les bronchioles et y détecter des lésions possibles. À ce tube, on ajoute une petite brosse, laquelle servira à détacher des cellules de la muqueuse bronchiale en vue d'une analyse. Cependant, cette technique présentait certaines lacunes. Les échantillons devenaient très secs et au microscope, on observait une image de qualité inférieure. Une méthode plus efficace de préservation des échantillons s'avérait nécessaire. Dr Saccomanno a donc mis au point un tube qui contient le fixatif. À l'insertion de la brosse dans le passage étroit, les cellules sont retenues et fixées immédiatement. Au niveau du cancer pulmonaire, le polluant le plus important, c'est la fumée de cigarette. C'est la cigarette et sa fumée qui est le polluant le plus important et c'est le dénominateur commun qui a été retrouvé dans 85 à 90% des cas du cancer du poumon. Donc, si on arrive à prévenir la pollution reliée à la cigarette,
c'est le meilleur moyen, le moyen le plus facile de diminuer le fléau du cancer pulmonaire. C'est un fait connu, la cigarette est nocive. Le gouvernement investit des millions de dollars pour sensibiliser la population aux dommages qu'entraîne la fumée de cigarette. Malgré ces avertissements sérieux, plusieurs continuent de fumer ou tentent sans succès d'arrêter. M. Reynald Chabot, de l'Institut de désintoxication de l'hôpital Notre-Dame, aborde le problème des fumeurs d'une façon particulière. Il a tenté de pénétrer plus à fond les causes pour comprendre le malaise des fumeurs qui sont encore aux prises avec cette toxicomanie. Les fumeurs ont l'impression que la cigarette les détend, alors que le fait d'être fumeur crée 25% de stress supplémentaire. Et cette situation-là est assez paradoxale qu'elle peut maintenir l'individu pendant des années comme fumeur. Il faut donc voir le profil type des fumeurs et des fumeuses comme des êtres passionnés. Des gens qui font tout tourner, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils s'engagent dans une activité, ils vont la faire d'une façon très grande jusqu'au bout, où ils feront rien du tout. Alors ça explique que ces gens-là fument 50 cigarettes ou cessent de fumer là, complètement. Ce sont des gens qui ont également un caractère un peu délinquant. Ce qui est à risque élevé, à la fois pour leur santé, ce qui est à risque élevé à la fois pour leur image, ce qui est à risque élevé au niveau d'un peu n'importe quoi, en termes d'autres moyens d'utiliser des risques, la conduite automobile, le caractère de satisfaction que ces gens-là vont trouver dans aller à des manèges étourdissants, etc. Alors donc, des gens qui présentent un caractère un peu délinquant. Des gens plus anxieux que la moyenne des autres personnes. D'abord, d'une part, les fumeurs sont plus anxieux que les non-fumeurs, ce qui veut dire qu'au départ, on peut s'attendre à trouver une population de gens qui sont plus anxieux que la moyenne des gens qui ne fument pas. D'autre part, les gens qui nous consultent ont vécu déjà 7 échecs antérieurs, 7 tentatives qui ont été infructueuses dans leur tentative de cesser de fumer.